Le président de la République reçoit en audience l'ambassadeur d'Algérie accrédité dans notre pays qui lui a transmis un message écrit de son homologue algérien. Lancement d'une plateforme virtuelle de discussion sur une concertation portant sur la réforme du système éducatif dans notre pays. Nouakchott abrite une réunion consultative avec les acteurs du domaine des médias sur le projet de loi du journaliste professionnel. Il est 22h, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est votre rendez-vous avec l'information. Avant de développer ces titres pour se prémunir contre la Covid-19, faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu un message écrit de son homologue, M. Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. C'était au cours d'une audience que le chef de l'État a accordée aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott à l'ambassadeur d'Algérie accrédité dans notre pays, son Excellence M. Nourdine Khandoudi. À l'issue de l'entrevue, le diplomate algérien a indiqué avoir transmis au président de la République un message écrit de son frère Abdelmajid Tebboune et ses sincères salutations. Il a ajouté: la rencontre a également été l'occasion d'évoquer les relations privilégiées entre les deux pays frères et les perspectives de leur développement. C'était aussi le lieu de faire mes adieux à son Excellence à l'issue de la fin de ma mission en qualité d'ambassadeur en Mauritanie. Il a déclaré: j'ai beaucoup remercié son Excellence pour son attention à mon égard et pour les soins particuliers dont j'ai été entouré tout au long de l'exercice de mes fonctions, tout comme je remercie tous les membres du gouvernement et tous les responsables. Et nous attendons que le président effectue une visite dans les meilleurs délais en Algérie, Inch'Allah. Début aujourd'hui à Nouakchott des travaux de l'atelier sur le programme de modernisation de la justice et à son accès. La rencontre est organisée par le ministère de la Justice en coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement. Le point avec Bokar Baylaba. Ce programme vise à moderniser et faciliter l'accès à la justice afin de suivre le rythme des efforts du gouvernement dans ce domaine. Un programme qui vise aussi à améliorer le cadre des droits humains et consolider l'état de droit. À cette occasion, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah El-Boya, a indiqué que la mise en place d'un système judiciaire efficient et efficace constitue les garanties les plus importantes pour la consolidation de l'état de droit et le renforcement de la pratique démocratique. Il a ajouté que le système judiciaire a connu de nombreuses réformes qui ont donné des résultats probants. Il a rappelé que le programme du président de la République vise à mettre en place un système judiciaire indépendant et protecteur des droits et libertés des citoyens. Pour le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la formation continue des acteurs judiciaires est d'une grande nécessité afin qu'ils puissent rendre la justice de manière efficiente. Le programme donc vise à améliorer les performances des professionnels du secteur de la justice, à améliorer l'accès des usagers de la justice, en particulier les couches vulnérables, dont les femmes en premier lieu, et d'appuyer les organisations de la société civile afin qu'elles puissent efficacement accompagner les victimes de violations de droits et aider à vulgariser et à sensibiliser la population sur les textes législatifs, réglementaires, ainsi que les conventions internationales relatives aux droits de l'homme qui ont été ratifiées par la Mauritanie. Pour l'Union européenne, une justice indépendante et transparente passe aussi par la modernisation et l'accessibilité. Les objectifs de ce projet sont d'appuyer la réforme du système judiciaire et pénitentiaire mauritanien en vue de le rendre plus efficace, plus respectueux des droits humains et de promouvoir une justice indépendante, transparente, efficace, sensible au genre et proche de tous les citoyens. Sans avoir une connaissance du nouveau projet qui se met en place, dont nous ne manquerons pas de prendre bonne note aujourd'hui, je n'ai aucun doute qu'il est dans notre intérêt à tous de travailler ensemble.
Et à cet égard, je vais me permettre une suggestion, c'est que nous ayons un comité de pilotage commun à tous les projets justice afin de pouvoir justement les coordonner et les rendre plus efficaces et de ne pas aller en ordre dispersé. La France, partenaire dans la mise en œuvre du programme, réitère son appui pour que les acteurs judiciaires soient bien outillés dans leurs tâches. C'est un secteur, un domaine, plus qu'un secteur extrêmement important, la justice. Il est placé, ce domaine, au cœur du programme du président Razouani, du programme du gouvernement, qui souhaite voir évoluer le système judiciaire, la justice en Mauritanie vers une justice toujours plus indépendante, toujours plus professionnelle, toujours plus au service des citoyens, toujours plus au service de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Au terme des allocutions, les participants ont été édifiés sur le contenu du programme de modernisation et d'accessibilité de la justice. Nouakchott abrite aujourd'hui un atelier sur l'élaboration du second plan de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP à l'horizon 2021-2025. Cet atelier est organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Le point avec Mohamed El-Khattat. C'est un atelier de lancement de l'élaboration du second plan d'action de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP à l'horizon 2021-2025 qui est organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs visant à prendre en compte les objectifs du développement durable approuvés en 2015 comme voie d'une croissance économique accélérée, diversifiée, inclusive, durable, réductrice des inégalités et la pauvreté. L'occasion pour le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Khan, d'indiquer. Lors de la mise en œuvre du plan d'action 2016-2020, il a été relevé que les chantiers stratégiques de la SCAP, tels que définis dans le plan d'action, ne correspondent pas tous au même niveau dans la chaîne des résultats. En effet, tandis que certains chantiers reflètent des impacts de long terme, d'autres portent sur des effets à moyen terme. De même, les interventions composant les chantiers n'ont pas un statut harmonisé en termes de résultats, oscillant entre produits et effets. La structuration de la chaîne de la SCAP en termes de levier, chantier, intervention devrait donc être revue pour cadrer avec les séquences d'une chaîne de résultats traduisant les changements économiques, les changements escomptés de la mise en œuvre des plans d'action successifs de la SCAP en cohérence avec la gestion axée sur les résultats. Les interventions du plan d'action de la SCAP devraient également être cohérentes avec le contenu des budgets programmes en cours de mise en place afin d'assurer une convergence des politiques de développement sectoriel et local avec la SCAP et une amélioration de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience et de l'approbation de cette dernière. L'achèvement du premier quinquennat 2016-2020 coïncide avec un bouleversement radical provoqué par la pandémie du Covid-19. Il oblige à revoir tous les paradigmes de base pour apporter une réponse à moyen terme aux différents défis posés pour le développement du pays et de jeter les bases d'une nouvelle approche lors de l'élaboration du second plan d'action de la SCAP. Dans ce sens, l'élaboration du second plan d'action devra prendre en considération les changements et les nouveaux défis soulevés par la pandémie, tout en reflétant les priorités du pays dans les 5 prochaines années. Excellences, Mesdames, Messieurs, le second plan d'action sera orienté par les engagements du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, dont les principaux axes sont un État fort, moderne et au service des citoyens, une économie résiliente et engagée sur le chantier de l'émergence, une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même, et un capital humain valorisé au service du développement. De son côté, le coordinateur du système des Nations Unies en Mauritanie, M. Anthony Oemeng Boama, a souligné. Je tiens particulièrement à saluer la ferme volonté du gouvernement pour la disponibilité de ce cadre de planification indispensable à la réalisation des ODD. En effet, en dépit de la pandémie de la Covid qui a affecté le pays et le monde entier, cette volonté du gouvernement a permis de garder le cap
sur l'objectif de réalisation des ODD d'ici 2030, permettant de s'assurer que les populations mauritaniennes ne seront pas laissées pour compte. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la finalisation de ce second plan d'action revêt une importance toute singulière cette année pour la Mauritanie, dans la mesure où l'ensemble des partenaires, notamment le système des Nations Unies, attendent ce nouveau plan pour projeter son cadre de coopération avec l'État, permettant de contribuer au relèvement des défis de la Covid. Par ailleurs, dans un contexte mondial de plus en plus complexe, où les défis de développement sont interconnectés et tendent à remettre en question les avancées fondamentales enregistrées en matière de développement humain durable sur les 3 précédentes décennies, il est important que la nouvelle génération d'outils de planification soit à la taille des enjeux mondiaux. C'est ainsi que les Nations Unies et l'ensemble des partenaires sont engagés pour que la nouvelle stratégie nationale de développement de la Mauritanie, à l'image des stratégies post-Covid élaborées dans d'autres pays, capitalise sur les enseignements tirés de la première génération de vision pour la réalisation des ODD, mais également des chantiers ouverts dans le cadre de la riposte Covid. Il convient de noter que cette élaboration du second plan d'action de la SCAP devra prendre en considération les changements et les nouveaux défis soulevés par la pandémie de la Covid-19, tout en reflétant les priorités du pays dans les 5 prochaines années. Produire un rapport général garant d'un consensus national sur les grandes lignes qui doivent conforter l'orientation politique du secteur dans sa tentative d'instaurer l'école républicaine que le gouvernement s'efforce de mettre en place pour les générations futures. Tel est l'objectif des journées de concertation sur la réforme du système éducatif qui ont débuté aujourd'hui. Abdullah Damaban nous en dit plus. 4 jours durant, des experts, pouvoirs publics et acteurs du secteur éducatif prennent part à ces concertations régionales réunissant les différents acteurs des 3 wilayas de la capitale, afin d'élaborer un rapport garant de consensus pour l'orientation de la politique du secteur éducatif, gage d'instauration d'une école républicaine. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melaini Ouleye, a souligné que ces ateliers constituent une étape décisive dans le processus des échanges qui seront lancés par ce département via des concertations régionales. Ce processus, dit le ministre de l'Éducation nationale, permet de déterminer le cadre et les règles de l'école républicaine, permettant ainsi d'élaborer une loi d'orientation pour réformer ce secteur. Du côté de l'édile de la ville de Nouakchott, on appelle à une nouvelle approche au sortir de ces consultations qui permettra à l'école de sortir de l'ornière. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Vadmetouminte Abdelmalek, a mis en avant l'importance de ces rencontres, appelant tout un chacun, particulièrement le personnel pédagogique, à suivre les recommandations qui seront émises. Elle a en outre demandé une mise en œuvre des décisions qui vont être prises pour aider l'école mauritanienne à sortir de sa morosité qui date des années. Les responsables des municipalités lancent un appel afin que ces concertations soient le point de départ de la réforme du système éducatif. Ahmed Eli, vice-président de l'association des maires de Mauritanie, a précisé que ces journées doivent être utiles, enclenchant ainsi le processus de réforme de l'école républicaine pour jeter les bases de la Mauritanie de demain. Les parents d'élèves et d'étudiants considèrent la réforme de l'éducation comme une condition sine qua non d'un développement harmonieux grâce auquel chaque enfant puisse jouir de son droit à une éducation. Le président de l'association des parents d'élèves et d'étudiants, Ahmed Ould Sager, a déclaré que la structure qu'il préside est prête à œuvrer sans relâche pour suivre le rythme de ces réformes, garantissant à chaque enfant une éducation de qualité et lutter par ailleurs contre la pauvreté. La nation se doit d'œuvrer afin que ces réformes aboutissent selon les syndicats des enseignants, ce malgré les défis inhérents à ce secteur. Le représentant des syndicats des enseignants, Nick Baba Saïd, a souligné qu'il est nécessaire de travailler ensemble pour
atteindre les objectifs visés car c'est l'avenir de la Mauritanie. Ces concertations ne sont pas seulement ouvertes aux acteurs subventionnés. Une plateforme numérique a été élaborée comprenant des forums virtuels afin de recueillir les contributions de tout un chacun. Cette plateforme est accessible aussi bien en langue française qu'en arabe et dans les langues nationales pour ceux qui sont désireux d'apporter leur contribution. Et pour plus d'informations sur ces journées, nous recevons pour vous ce soir sur ce plateau M. Mohamed Melaini Ounoulegui, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous des ateliers régionaux de concertation sur la réforme du système éducatif qui ont débuté aujourd'hui. Merci de l'invitation. Nous pouvons dire sans se tromper que l'éducation connaît un débat depuis pratiquement des années. Depuis l'avènement des dernières élections présidentielles, le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre une politique axée sur l'éducation, sur sa composante éducation. Et l'intérêt qu'occupe ce secteur dans l'opinion publique, le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ont fait qu'un débat est effectivement animé sur les sujets de l'éducation depuis pratiquement des années. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre une composante de la feuille de route de la réforme du secteur éducatif qui a été approuvée par le gouvernement en février 2020. Cette feuille de route comportait un certain nombre d'activités qui ont pu être mises en œuvre. Certaines autres activités, comme cette concertation, n'ont pas pu à cause de différentes vagues de la pandémie Covid. Chaque fois, l'école a été obligée de se fermer. Quand elle était rouverte, la priorité était à rattraper le temps perdu. Donc aujourd'hui, on est dans une première phase de ces concertations, c'est la phase de concertation régionale, auxquelles sont invités les acteurs de l'éducation pour plancher sur le diagnostic du secteur et sur les grandes problématiques, pour sortir avec un consensus sur les grandes orientations qu'un système éducatif doit prendre. Et qui sont les participants aux ateliers d'aujourd'hui? Et est-ce que les partis politiques ont été conviés? Sur cette première phase, nous avons voulu que ce soit une concertation purement éducative et donc le choix des participants s'était plutôt orienté vers les pédagogues, vers les hommes de terrain, les enseignants, les personnels d'encadrement, les syndicats, les parents d'élèves, les organisations de la société civile actives dans le domaine de l'éducation, mais aussi les élus qui ont une responsabilité en éducation, les maires, les présidents des conseillers régionaux, mais aussi les autres élus. Donc aujourd'hui, durant 4 jours, ça va être une réflexion pédagogique. Dans une deuxième phase, ça peut être élargi à d'autres acteurs. Et les participants vont-ils produire des documents avec des recommandations? Alors, le travail s'est fait sur la base d'un diagnostic du secteur éducatif qui a pris en compte les forces et faiblesses de toutes les réformes passées, qui a exploité le rapport des États généraux de l'éducation de 2013 et qui a ressorti les principales problématiques et chantiers importants sur lesquels nous devrons aboutir au consensus. Et donc cela comporte l'unification dans le système éducatif, la carte scolaire, sa rationalité, l'enseignement pour la citoyenneté, l'éducation, l'enseignement des sciences, la formation professionnelle, l'enseignement privé, donc toutes les problématiques sur lesquelles nous devrons nous pencher. Et à la fin, nous sortirons avec les grandes orientations et le cadre qui décrit l'école que nous souhaitons pour nos futures générations. Et cela constituera la base de l'écriture de la loi d'orientation pour la réforme d'éducation qui doit être présentée au Parlement avant la fin de l'année. D'accord. Et parlez-nous de la plateforme virtuelle de discussion, surtout pour la diaspora, parce qu'ils sont concernés. En fait, nous avons voulu également profiter de ce coffre de nouvelles technologies de l'information pour faire participer le maximum de personnes intéressées par l'éducation. Et donc, une plateforme a été ouverte depuis hier pour permettre à toute personne intéressée par participer à ce débat, d'abord d'apprendre toutes les informations qui vont être étalées dans des ateliers régionaux, et également de contribuer à travers un forum virtuel qui va rester ouvert jusqu'à pratiquement la veille des assises nationales, donc pendant tout un mois. Tout à fait. D'accord. Que doivent attendre les citoyens de toutes ces rencontres? Écoutez, je pense que nous sommes devant une occasion historique. Nous sommes en train de réfléchir à une réforme de l'éducation dans un contexte très particulier qui ne s'est jamais offert pour les autres réformes, dans un climat politique apaisé, à la veille d'un dialogue national politique
Je pense que ça a réuni les conditions pour qu'on réfléchisse de façon objective, de façon efficace et qu'on sache quels sont les consensus que nous devrons avoir en étant toujours marqués par l'objectivité, par ce qui est possible et ce qui est dans l'intérêt de notre pays. Monsieur Mohamed Melaini Ouleye, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, merci d'avoir répondu à nos questions. Autre atelier, celui dont les travaux ont été ouverts aujourd'hui à Nouakchott. Il s'agit d'un atelier de validation du projet du nouveau code de l'électricité, organisé par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie en coopération avec l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement. Abdel Damaba. Cet atelier vise à étudier le programme de transformation et de développement de l'électricité, réformer, restructurer et améliorer la société mauritanienne d'électricité Somlek, d'une part, et faire avancer les programmes d'investissement énergétique à grande échelle, d'autre part. L'objectif est de répondre aux besoins urgents, et ce à long terme, et mettre en place un cadre juridique institutionnel et moderne dans ce domaine. Dans son discours à l'ouverture des travaux de l'atelier, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdeslam Mohamed Saleh, a souligné que le secteur s'emploie à développer à long terme tous les segments du système électrique, production, transport et distribution, avec une priorité donnée à la production de gaz, d'énergie propre et d'hydrogène vert. Il a ajouté que cette stratégie permettra le développement d'un cadre juridique et institutionnel moderne et approprié, prenant en compte les évolutions, l'impératif d'attractivité des investissements et définissant et séparant les tâches confiées aux acteurs de terrain, à savoir le ministère, les concessionnaires, l'autorité de régulation, entre autres. Il a précisé que le projet vise aussi à encourager la participation du secteur privé, renforcer l'électrification rurale et la transition énergétique. Partenaire de la Mauritanie dans la mise en œuvre du projet, l'Union européenne estime que la transition énergétique est un axe majeur des orientations de la nouvelle Commission européenne dans le cadre de ses interventions extérieures guidées par l'agenda 2030. L'Union européenne est engagée depuis plusieurs années auprès du gouvernement mauritanien pour l'accompagner dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de l'électricité, visant à la transition vers un accès abordable pour une majorité de la population et des opérateurs économiques vers une énergie propre et renouvelable, dont la part dans le mix énergétique du pays sera portée à 50% en 2030, en référence aux objectifs émis dans la SCAP. Nos appuis actuels sont principalement axés sur la mise à niveau de ce cadre réglementaire, c'est un axe clé, la restructuration de l'opérateur historique, la Somelec, la consolidation et le renforcement de l'autonomie et des capacités de l'autorité de régulation multisectorielle afin qu'elle puisse assurer la régulation effective du secteur. Donc, sur le premier point, et à la demande justement de Monsieur le Ministre, l'Union européenne a mobilisé une assistance technique au cours de cette année 2021 pour accompagner le ministère en charge de l'énergie dans l'élaboration de ce nouveau code de l'électricité avec une facilité d'assistance technique donc pour l'énergie durable. C'est un appui réalisé en lien avec le programme du PNUD ici présent, du programme des Nations Unies pour le développement, qui avait déjà travaillé une première version en 2020. Pour rappel, la réforme du secteur de l'électricité vise à promouvoir la transition vers un accès durable pour la population et les opérateurs économiques à une énergie propre et renouvelable, dont la part dans le mix énergétique du pays sera portée à 50% en 2030 en référence à la SCAP. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Dioul Zeyn, a visité aujourd'hui la zone de débarquement des pirogues de la pêche artisanale au niveau du marché de poissons de Nouakchott. Ensuite, le ministre a présidé une réunion avec les responsables des gardes-côtes de la zone de Nouakchott, l'administration du marché de poissons et les représentants des fédérations de pêche et de l'Union des marailleurs. Mohamed El-Khattat. C'est une visite de terrain et d'information effectuée par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Dioul Zeyn, pour prendre le pouls de la situation au niveau du marché du poisson et du degré d'application des nouvelles dispositions pour organiser le secteur de la pêche artisanale dans la zone dédiée au débarquement des captures des pêcheurs artisanaux. Passé cette première étape, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime
a tenu une réunion avec les responsables des gardes-côtes de la zone de Nouakchott, l'administration du marché du poisson et des représentants des fédérations de pêche ainsi que de l'Union des mareyeurs en vue de renforcer le partenariat, en vue d'écouter et d'échanger avec les uns et les autres. L'occasion pour M. Dioul Zain d'indiquer que sa visite du marché aux poissons, qui est le principal centre de pêche artisanale à Nouakchott, vise à concrétiser la politique du secteur, tendant à faire de la pêche traditionnelle un secteur formel et lui accorder tout l'intérêt que lui attache son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Les pêcheurs artisanaux ont exprimé leur satisfaction de cette visite et des mesures qui ont été prises pour organiser le secteur de la pêche artisanale. Dans leur intervention, le président de la Fédération des mareyeurs et celui des fédérations des pêches ont loué tour à tour la nouvelle politique suivie par le ministère pour la promotion du secteur de la pêche artisanale, saluant par là l'application des nouvelles dispositions permettant d'organiser le secteur, de faire cesser le laisser-aller qui y régnait et de renforcer le partenariat et la coordination initiée par le ministère avec eux. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a organisé ce matin une réunion consultative avec les acteurs des médias sur le projet de loi du journaliste professionnel. Cette réunion consultative vise à discuter des mécanismes et des moyens d'établir un cadre juridique pour l'exercice de la profession et les droits et devoirs résultant de son exercice. Abdoulaye Damaba. Cette journée de concertation à laquelle prennent part les acteurs du secteur médiatique a été dédiée à la présentation de la loi régissant le secteur de la presse tenue à l'Académie diplomatique. Les différentes parties prenantes ont été imprégnées de cette loi comprenant 4 chapitres et 26 articles, ce qui traite des différents domaines de l'exercice de ce métier, définissant ainsi les droits et devoirs du journaliste professionnel, le cadre juridique, la liberté liée à l'exercice de cette profession, entre autres. Cette loi aussi aborde les droits des professionnels, aussi bien du secteur public et privé. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, a affirmé que cette loi définissant le journaliste professionnel a été élaborée de manière fluide afin de définir le cadre d'exercice de cette profession. Le porte-parole du gouvernement a en outre mis en avant l'important rôle joué par les journalistes dans le cadre de la consolidation de l'État démocratique, de la justice et de la liberté. Les participants ont suivi une présentation de ce projet de loi au cours de ces rencontres. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a présidé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de démarrage de la caravane de sensibilisation à Radio Jeunesse Sahel. La caravane, qui sillonnera plusieurs pays sahéliens, vise à sensibiliser sur l'importance de ce projet qui créera un espace d'expression profitant à plus de 65% de la population du groupe âgée de 15 à 35 ans. Bokar Baylaba. Ce convoi de la Radio Jeunesse Sahel sillonnera de nombreux pays du Sahel. Objectif, sensibiliser sur l'importance de ce projet qui constitue un espace d'expression dont profitent plus de 65% de la population des pays du groupe du G5 Sahel, dont l'âge varie de 15 à 35 ans. Parmi les objectifs de la Radio Jeunesse du Sahel, sa contribution efficace à faire face aux défis qui s'imposent à la jeunesse du Sahel et qui sont liés surtout à l'extrémisme violent, au crime organisé et à l'immigration clandestine. Les défis doivent être soulevés à travers la mise en place d'approches politiques avec et pour la jeunesse. Les dites approches seront appropriées et les mesures idoines seront prises en faveur d'un plaidoyer à tous les niveaux, local, régional, international. La radio Jeunesse Sahel est un levier important pour l'atteinte des objectifs et l'atteinte des ambitions auxquelles nous aspirons pour notre jeunesse. Je salue ici l'initiative, j'encourage les actions entreprises et je remercie nos partenaires, notamment l'Union européenne, l'Organisation de la francophonie, la France, pour l'appui généreux dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine de la promotion de la jeunesse. Et j'invite notre jeunesse au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad et en Mauritanie de participer activement au rayonnement de
de la radio Jeunesse Sahel. Pour le Haut Conseil de la jeunesse en Mauritanie, la radio Jeunesse Sahel assure un rôle important nécessaire pour diffuser et renforcer la paix et la sécurité dans la région. Et cette nouvelle caravane en est une parfaite illustration. Cette caravane, aujourd'hui, qu'on assiste à son lancement officiel par rapport à la Mauritanie, s'inscrit dans le cadre de 5 caravanes nationales dans les différents pays du G5 Sahel qui visent à toucher 5 000 jeunes dans les 5 pays du G5 Sahel, dont 1 000 jeunes mauritaniens qui seront bien sûr les cibles de la caravane nationale de la Mauritanie. Nous avons eu la première caravane qui a démarré au Niger il y a quelques jours, qui a démarré en fin septembre dernier. Et aujourd'hui, c'est la Mauritanie qui prend leur relève. Après, ça serait le Mali, ainsi de suite. Le maire de la commune de Lixar, Mohamed Saleh Al-Amar, a indiqué que la jeunesse est une force vive de tous les pays du Sahel. Et cette radio constitue un levier important pour la construction d'une vision constructive de leur avenir au Sahel. Pour le G5 Sahel, il est important d'impliquer davantage les jeunes de la région dans la construction du vivre ensemble. Ce projet de radio jeunesse lancé en marge du sommet de Pau le 13 janvier 2020 est aujourd'hui dans sa phase, on va dire, de démarrage. Dans la quasi-totalité des pays du G5 Sahel, les conventions d'installation ont été signées. Le logo de la radio et la charte sonore existent. Les équipements sont en train d'être livrés. Nous allons donc tout droit vers le lancement. La radio Jeunesse Sahel vise à travers ses émissions à promouvoir le vivre ensemble et une vision constructive de l'avenir en offrant aux jeunes à la fois un sens d'appropriation de leur avenir. Nous avons créé la radio sur notre modèle de la jeunesse du Sahel et modèle de la jeunesse du G5 Sahel. Donc il est important que cette radio, raison pour laquelle nous avons insisté pour organiser ces caravanes. Ces caravanes, c'est pour informer, pour que les jeunes comprennent de quoi il s'agit et quel est le bien fondé de cette radio. Le directeur de Radio Jeunesse Sahel a également participé à cette rencontre par vidéoconférence. Il a ainsi rappelé que l'objectif de cette station est de proposer un nouvel espace d'expression pour cette jeunesse afin qu'elle se sente concernée et impliquée dans la construction du vivre ensemble. Pour rappel, Radio Jeunesse Sahel se donne comme ambition de susciter de nouvelles formes de dialogue, d'action, de solidarité, de prise de parole et d'expérience culturelle entre jeunes du Sahel. Son siège est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Hier, des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres lors d'une conférence de presse conjointe. Il s'agit des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salam Ould-Marzouk, et du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Naham Thamdi Ould-Moknas. Melika Naqli nous en dit plus. Le Conseil des ministres a examiné et approuvé plusieurs projets de décret, dont celui relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux, dont le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a souligné l'importance. Ce projet, dit-il, est en harmonie avec la stratégie du président de la République visant l'intégration de la société civile dans l'état de droit et le renforcement de la démocratie. Le projet vise à atteindre 3 objectifs principaux: la pleine mise en œuvre de la Constitution de 1991, l'élargissement de l'espace pour la liberté publique et individuelle et l'implication des forces vives de la société civile dans le dynamisme de la vie et l'engagement de la démocratie. En ce qui concerne la création de la nouvelle centrale d'achat, la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a indiqué que cette création vient concrétiser les engagements du président de la République. Elle vise, dit-elle, l'atténuation de l'impact de la hausse des prix, en particulier sur les couches sociales à faible revenu. Elle a ajouté que cet organe servira de mécanisme de contrôle, de régulation et d'approvisionnement des marchés en produits de première nécessité. De son côté, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, a, au nom de son collègue du pétrole, des mines et de l'énergie, indiqué que la communication relative au cadastre minier vise le règlement du statut du dossier minier. Cette communication vient en réponse à la situation dans laquelle se trouve le secteur des mines, surtout en ce qui concerne les procédures de licence caractérisées par la non-régulation. Pour remédier à tout cela, la communication propose de nouvelles mesures, comme l'institution d'un ensemble de critères à remplir par ceux qui souhaitent obtenir des licences. D'autre part, le porte-parole du gouvernement a passé en revue la campagne de vaccination contre la Covid-19
qui avait pour objectif de vacciner 500 000 personnes. Il déclare avoir constaté que les chiffres montrent que le rythme de vaccination est en deçà des attentes. Il a ajouté que dans un contexte où les vagues de la pandémie se multiplient, les citoyens et tous les acteurs de la société doivent intensifier leurs efforts pour la réussite des campagnes massives de vaccination. Répondant à la question relative à la visite de la délégation américaine, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a affirmé que la délégation américaine a exprimé sa satisfaction de la dynamique engagée en Mauritanie depuis 2 années, surtout dans le domaine de la politique, des droits et de l'économie. Le ministre de la Culture a souligné que les libertés publiques constituent une conviction constante du président de la République, notamment en matière de droits. Quant à l'augmentation du budget alloué à certains médias publics, le porte-parole du gouvernement indiquait qu'elle sera répartie comme suit. 21% sera affecté au salaire du personnel recruté officiellement, à la radio, la télévision et une partie pour l'Agence mauritanienne d'information. 15% sera alloué à des dépenses ponctuelles telles que la période du Ramadan, les campagnes médiatiques contre la Covid-19. 30% sera alloué aux équipements, aux bureaux régionaux et à certaines radios. 20% pour les équipements techniques, la variété et l'augmentation de la production. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas d'un contrat à durée indéterminée, une étude sera menée dans les 3 médias pour distinguer ceux dont on peut se passer et ceux dont le travail est essentiel à la bonne marche de l'institution. Une réflexion, dit-il, devrait être menée quant à ces derniers afin que leur situation soit conforme à ceux bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Les droits de l'homme en Afrique, 40 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tel est le thème choisi cette année par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile pour commémorer la Journée africaine des droits de l'homme et des peuples. La Mauritanie compte parmi les premiers pays africains qui ont ratifié la Convention de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mohamed Al-Khattab. Le 21 octobre offre chaque année à l'Afrique l'occasion de commémorer la Journée africaine des droits de l'homme, mais aussi de réfléchir et de renouveler l'engagement solennel des dirigeants et des peuples africains à promouvoir et protéger les droits de l'homme sur le continent. L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, de célébrer cette journée africaine des droits de l'homme et des peuples et de faire le bilan de la mise en application de la Charte africaine en Mauritanie, précisant que notre pays a intégré dans le préambule de sa constitution des aspects de la Convention africaine des droits de l'homme. La Mauritanie, dit-il, prend en compte dans les différents aspects de son arsenal juridique les impératifs de cette convention et a abrité dans sa capitale Nouakchott une des séances de travail de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi a souligné que la Mauritanie a à cet effet présidé l'Union africaine et a rappelé la participation des forces de sécurité mauritaniennes dans le maintien de la paix et de la sécurité au niveau du continent africain. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a pris dans le domaine des droits de l'homme plusieurs autres initiatives, surtout dans l'effacement de la dette africaine et la lutte contre la Covid-19, sans parler des efforts importants déployés dans le Sahel, dans le domaine de la sécurité et du crime organisé, a-t-il souligné. La commémoration de la Journée africaine des droits de l'homme a été marqué par un exposé sur la situation des droits de l'homme, l'esclavage, l'exclusion sociale et toutes ses formes, les défis et la capitalisation des opportunités pour la promotion et la défense des droits de l'homme en Afrique. Il convient de noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, du Wali de Nouakchott-Ouest, des organismes des droits de l'homme en Mauritanie et des représentants de la société civile. Page coopération dans ce journal, le Japon a fait don aujourd'hui à notre pays d'un lot d'équipements sanitaires acquis dans le cadre de l'aide financière non remboursable du Japon pour le programme économique et social destiné à la Mauritanie. Ce premier lot d'équipements composé de 14 moniteurs de chevet et de 3 lits de réanimation est destiné au service de réanimation des hôpitaux d'Atar, de Kifa, de Kayaidi, de Nouadhibou et du centre hospitalier mère et enfants. Le don a été réceptionné par la secrétaire générale du ministère de la Santé des mains de l'ambassadeur du Japon en Mauritanie.
Les travaux de la 8e consultation annuelle sur le projet d'amélioration des pêches de petites pélagiques ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Les participants à cet atelier doivent sortir avec des recommandations sur une exploitation judicieuse des pélagiques répondant aux politiques de réforme entreprises dans le pays et aux exigences du marché international. Le G5 Sahel a organisé aujourd'hui à son siège à Nouakchott une cérémonie de lancement officiel des activités de la fondation de la facilité G5 Sahel. La facilité G5 Sahel est un nouvel outil financier pour combattre à la base la pauvreté et les insécurités dans la zone du Sahel. Un montant initial de 50 millions d'euros est déjà mobilisé pour les activités qui viennent d'être lancées et qui sera ultérieurement suivi d'autres financements. Le secrétaire exécutif du G5 Sahel, M. Eric Yemdaogo Tiar, a déclaré que la facilité G5 Sahel est une heureuse illustration d'une volonté d'agir concrètement en direction des populations les plus vulnérables pour contribuer à changer positivement le destin de la région. De son côté, le responsable de l'unité de coordination de l'Alliance Sahel, M. Adrien Hay, a indiqué que la fondation du G5 Sahel vise à faciliter les fournitures de services essentiels. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 37 nouveaux cas de contamination, 21 guérisons et aucun décès. Ce résultat porte le cumul à 36 820 cas positifs, dont 35 586 guérisons et 791 décès depuis l'apparition de la pandémie. Les journées de concertation sur la réforme du système éducatif ont débuté, comme je vous le disais en début de ce journal, aujourd'hui à Nouakchott, mais il s'agit de concertations régionales qui touchent tout le territoire national. Voyons avec Abdullah Damaba comment des villes comme Nema, Kifa, Kaedi, Alag et Rosso ont organisé ces journées. À Kifa, les acteurs du secteur éducatif prennent part à ces concertations sur la réforme du système éducatif. Les différentes parties prenantes ont répondu présent pour le lancement de ces concertations. Le Wali de la Saba a souligné que ces échanges s'inscrivent dans l'optique de l'élaboration d'une école républicaine. Il a précisé que les membres de la famille scolaire, à savoir le personnel pédagogique, les parents d'élèves et responsables municipaux, prennent part à ces concertations. À Aleg, 68 acteurs représentant les différentes catégories socio-professionnelles ont répondu présent au lancement de ces concertations sur la réforme du système éducatif. Le Wali du Bragna a demandé aux participants de veiller à approfondir la réflexion dans le cadre des commissions qui ont été mises en place. Il a à la fin mis en avant les différents sujets qui vont être évoqués durant ces journées. À Rosso, aussi bien la famille scolaire, à savoir le personnel enseignant et pédagogique, que les pouvoirs publics ont assisté au lancement de ces concertations tenues à l'échelle régionale afin de formuler des propositions visant à réformer le système éducatif. Le Wali de la wilaya du Trarza a affirmé que l'établissement d'une école républicaine occupe une place prépondérante dans le cadre du programme du président de la République. Se dit-il, afin de doter les enfants d'un enseignement de qualité qui véhicule les valeurs islamiques et spécificités culturelles nationales, dont l'objectif, dit-il, est le développement du pays. Les syndicalistes, inspecteurs d'enseignement, directeurs d'école et représentants des parents d'élèves, entre autres, ont participé à Kaidi au lancement de ces concertations pour proposer des réformes du système éducatif. Le Wali du Gorgol a indiqué que l'objectif de ces rencontres est de proposer des recommandations allant dans le sens de la réforme du système éducatif. Il a aussi mis en avant l'importance de ces journées de concertation tout en demandant aux participants de formuler des propositions à même d'enclencher ces réformes du système éducatif. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit en audience l'ambassadeur d'Algérie accrédité dans notre pays qui lui a transmis un message écrit de son homologue algérien. Lancement d'une plateforme virtuelle de discussion sur une concertation portant sur la réforme du système éducatif dans notre pays.
Nouakchott abrite une réunion consultative avec les acteurs du domaine des médias sur le projet de loi du journaliste professionnel. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.